Bonjour chers amis internautes, c'est toujours avec un grand plaisir de vous retrouver encore une fois sur cette scène TSN, la télévision sénégalaise en ligne. Comme vous le savez très bien, on parle souvent de l'entrepreneuriat, de l'éducation financière, comment faire pour réussir dans le monde des affaires. Raison pour laquelle, nous aussi on voit que cette communauté ne cesse que de grandir et on a l'obligation de vous donner des contenus qui vont vous servir. Raison pour laquelle aujourd'hui j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans cette scène professeur Kayoui, entrepreneur, auteur de pas mal de livres, formateur aussi dans le domaine de l'éducation financière sur l'entrepreneuriat. Avant même de donner au professeur Kayoui la parole de se présenter, je vais lui demander, professeur, vous préférez que je vous appelle sur quel titre? Professeur, monsieur l'entrepreneur? Non, je préfère l'entrepreneur. Tu préfères l'entrepreneur? Oui, bien sûr. D'accord, comme vous le savez, donc on va donner monsieur l'entrepreneur la parole de se présenter pour, je sais que vous êtes un professeur jeune, fait partie de l'une des jeunes professeurs reconnus au niveau international. Donc peut-être beaucoup de personnes vont vous reconnaître, mais il y aura aussi d'autres personnes qui vont vous découvrir grâce à cette émission ou bien interview. Je vais vous laisser la parole de se présenter d'abord avant d'attaquer le sujet d'aujourd'hui. D'accord. Attention. Merci. Alors, je suis le docteur Kunta Kayoui, ancien académicien, donc d'où le nom professeur parce que j'ai enseigné dans les universités privées en tant qu'ancien chercheur associé. Alors donc depuis un certain moment, depuis maintenant 10 ans, j'ai dû faire la transition dans l'entrepreneuriat. Donc je dirige mon entreprise, ça fait 10 ans. Alors donc je suis docteur Kunta, je suis varié de nationalité. L'Afrique, c'est chez moi, j'ai vu partout en Afrique. Et j'ai une entreprise dans 4 pays, donc le Sénégal, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Maroc. Voilà, c'est très clair. Vraiment, cette présentation juste peut inspirer beaucoup de personnes en tant que jeune qui est professeur, mais actuellement qui dirige son entreprise. Il est au Sénégal, mais son entreprise ne se limite pas au Sénégal, comme il vient de le dire. Donc, est-ce que la première question, comment vous voyez le Sénégal, comme vous vivez au Sénégal depuis un certain temps, et surtout la jeunesse sénégalaise, parce que vous êtes engagé à l'endroit de la jeunesse, vous accompagnez les jeunes, vous faites des séminaires, des formations. Nous, je me rappelle, on se rencontrait dans un séminaire que vous avez fait une brillante présentation. Et depuis lors, je me suis dit qu'il faut que cet homme fait partie de mes mentors parce que tu m'as inspiré ce jour-là. Et comment vous voyez la jeunesse sénégalaise et Afrique d'une manière générale? Alors, je pense que ma première visite à Dakar suffit l'année dernière. Donc cette année, ma deuxième fois de venir à Dakar. Alors ce qui m'a impressionné d'abord à Dakar, j'avoue, c'est ce terre-là d'ouverture, d'extraversion. J'ai l'impression que la jeunesse sénégalaise est en train de faire un pas en avant par rapport à la jeunesse de d'autres pays francophones que j'ai visités. Alors, et tout dernièrement, souvenez-vous, il y a eu le Dakar Digital Show, qui était un très grand événement organisé par la Sonatel et d'autres partenaires internationaux, alors qui avait pour objectif de pouvoir mettre les entrepreneurs, de pouvoir mettre en évidence les entrepreneurs de tout domaine, les jeunes entrepreneurs. J'ai vraiment apprécié ça parce que ça n'existe jusque-là pas dans d'autres pays de la sous-région. Le Sénégal aujourd'hui fait partie des pays qui a plus de privilégiation des jeunes entrepreneurs. Ça c'est au terme, je vais dire, relations gouvernement et institutions et jeunesse. Alors, dans le fond de la question, j'étais très impressionné de faire la rencontre de personnes comme vous, d'abord pour commencer, et aussi comme d'autres jeunes que j'ai rencontrés pendant mon séjour à Dakar. Alors j'avoue que c'est un tollé. C'est un tollé parce que de plus en plus la jeunesse sénégalaise est au réveil. Je constate en fait une conscientisation entrepreneuriale depuis un certain nombre d'années. Et ça c'est très encourageant, c'est édifiant parce que nous savons tous notre système francophone ne permet pas forcément à la jeunesse d'obtenir cette autonomie-là, comparément aux pays anglophones, donc le Ghana ou le Nigeria, que moi-même j'ai été où je vis. Donc je pense que c'est quelque chose à laquelle nous devons être très heureux et très fiers parce que c'est vrai, c'est lent, c'est clair, c'est lent. Le réveil il est lent, ben, il est sûr et il est précis.
Donc, juste vous dire que je suis très content de voir ici au Sénégal nombre de jeunes entrepreneurs qui ne paient rien pour pouvoir se lancer dans le petit business, dans le PME et tout, et vous en faites partie d'ailleurs. J'ai vraiment apprécié votre parcours, votre histoire, parce que, comme vous l'avez si bien dit tantôt, notre première rencontre, ça a été une flash. J'étais impressionné, j'étais séduit, parce qu'aujourd'hui, contrairement à ce que la jeunesse pense, il faut avoir des millions pour entreprendre, etc. Vous, par contre, vous êtes mis, en fait, à l'exception de toutes ces règles-là, et aujourd'hui, vous voyez, donc, preuve que tout jeune, particulièrement, a l'opportunité de pouvoir essayer une fois de sa vie, s'il a l'amour de faire quelque chose. Donc, la jeunesse entrepreneur, la jeunesse sénégalaise, j'ai l'impression qu'il y a un réveil énorme au sein de la jeunesse. D'accord, vraiment c'est très clair. Et comme vous l'avez dit, nous aussi, on est très séduits de ce que tu fais à Dakar. Je pense que tu es en train de former beaucoup de jeunes. Et voilà, mais centraliser d'une manière générale, pas limiter cet entretien au Sénégal parce que vous êtes quelqu'un qui a fait pas mal de pays. Et c'est pour cela que je dis aussi, en dehors du Sénégal, la jeunesse africaine, est-ce que vous êtes optimiste de l'avenir de l'Afrique? Parce que si certains experts, je ne suis pas expert dans ce domaine, mais je lis beaucoup, les gens disent que 65% de la population africaine est jeune. Ça peut être un atout, parce que si ces jeunes-là sont conscients de leurs attentes, ça peut être un atout pour changer l'Afrique. Mais s'ils ne sont pas conscients, ça peut être un bonbon atomique qui va tuer l'Afrique. Vous, en tant que jeune, en tant qu'entrepreneur, en tant que formateur qui a visité pas mal de pays, est-ce que vous êtes optimiste sur l'avenir de ce continent qui nous a tous cher, que demain ou après-demain, on peut arriver là où il est aujourd'hui, la France ou les États-Unis, parce que ce n'est pas des pays qui se construisent du jour au lendemain, ça a pris beaucoup de temps. Et pour quelqu'un comme moi, je dis souvent que l'Afrique n'a que 50 ans. Et ces pays qu'on veut comparer avec l'Afrique, ils sont plus de des milliers d'années. Donc, est-ce que vous êtes optimiste que si l'Afrique vécut ce que les années que ces pays vécu aujourd'hui, on peut arriver à leur niveau? Ah oui, j'avoue, je suis agnostiquement optimiste. Cela veut dire que je suis en même temps optimiste et en même temps, je privilège le travail. C'est-à-dire, mon optimisme n'est pas un dogme pour dire oui, je suis optimiste, tout va aller et constater que le travail n'est pas abattu. Donc oui, je suis agnostiquement optimiste. Alors, ce que je dois avouer, c'est que c'est vrai, 65% de la jeunesse africaine a moins de 30 ans et 49% a moins de 45 ans. Donc, cela explique combien de fois est-ce que nous avons une population les plus jeunes de la planète. Donc, c'est un atout en termes de ressources humaines. En termes de potentialité, en termes de valeur ajoutée, c'est un atout comparément peut-être aux autres continents tels que l'Asie où la population est vieillissante, des pays tels que la Corée du Sud ou le Japon où 60% de la population a plus de 50 ans ou 60 ans. Vous voyez? Donc cela nous laisse des lustres d'espoir. Vous comprenez? Donc oui, c'est tout à fait un avantage que nous ne devons pas banaliser, que nous devons vraiment prendre au sérieux. Alors ce que je souhaiterais souligner, c'est que l'Afrique n'a pas 50 ans. L'Afrique est le plus vieux continent du monde entier. C'est juste qu'on a 50 ans dans l'histoire de la colonisation, dans du néocolonialisme. Et les macabres constatations que nous faisons aujourd'hui, ou du moins ce que les gens spéculent partout, c'est qu'on commence à compter l'histoire de l'Afrique à partir de la colonisation. Pourtant, c'est faux. Notre continent a bel et bien existé au temps de Pharaon, 3000 ans, 5000 ans en arrière. On a bien existé. On a des très grands entrepreneurs tels que Mensa Moussa, etc. On en connaît partout. On avait des très grands royaumes, royaume du Congo, royaume du Mali, empire du Mali, empire du Ghana, royaume Ibo, etc. Donc on a vécu notre vie avant l'arrivée des Français. On a juste eu pas mal de chance. On a juste eu pas la chance de pouvoir rencontrer le chemin des Européens
européens. Et ce sont eux qui nous ont fait comprendre que notre histoire a 50 ou 60 ans d'existence. Mais c'est faux. On avait une histoire avant ça qu'ils ont éradiquée, qu'ils ont transformée et ils nous ont robotisé, nous ont fait comprendre que, écoutez, votre histoire, c'est le néocolonialisme, c'est le postcolonialisme. Et moi, je suis catégoriquement contre ça parce qu'on a vécu avant qu'ils viennent. On était civilisés avant qu'ils viennent. Bref, je ne veux pas... c'est pas le sujet du débat. Mais c'était juste une parenthèse pour que tout le monde sache qu'on n'a pas 50 ans d'existence. Notre continent, on est bien plus vieux que tous les autres continents qui puissent exister. Rappelez-vous, l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est en Afrique que les plus vieux ossements ont été découverts. Donc cela stipule tout simplement combien de fois notre continent est originellement stable. Alors, en ce qui concerne les entrepreneurs africains, comme je le disais tantôt, c'est vrai que jusque-là, il y a encore une cadescence entre les jeunes entrepreneurs issus des pays anglophones et les jeunes entrepreneurs issus des pays francophones. Cela est visible et cela, c'est accablant. On est d'accord, c'est aberrant. On constate en fait de nos propres yeux que les systèmes économiques nous diffèrent et même nous diverguent, d'autant plus que les pays anglophones ont cette subtilité d'entreprendre. Je vis au Ghana, j'étais au Nigeria, je visite beaucoup de pays anglophones, je me sens à l'aise dans les pays anglophones parce que là-bas, les systèmes sont beaucoup rapides, bancaires, tout prêt pour entrepreneurs et la vie elle est à 100%, c'est à 100 à l'heure, vous voyez. Alors, en revanche, les pays francophones sont bien évidemment systématiquement reliés à la France et vous savez, tous ces leurres économiques et politiques, tout ce que nous on a rencontré en tant que notre macabre rencontre avec la France. Mais j'avoue que depuis un certain moment, comme je l'ai dit dans mon préliminaire, la jeunesse africaine est en train de prendre une autre tournure. Cette qualité de vie qui pourra faire avancer l'Afrique, qui pourrait redynamiser l'Afrique, qui pourra révaloriser l'Afrique, qui pourra envoyer l'Afrique à un niveau où elle serait elle-même indépendante. On est d'accord, elle sera elle-même indépendante, elle sera elle-même propriétaire d'elle-même, bien sûr. C'est la liberté d'entreprise, c'est l'entrepreneuriat, c'est cette diversité d'entreprises et de projets qui pourront en fait développer l'Afrique. Vous constatez, vous convenez avec moi. Donc aujourd'hui, je dois faire comprendre à nos auditeurs que l'entrepreneuriat s'installe comme une clé indispensable pour l'ouverture du coffre-fort du développement de l'Afrique. Le développement, c'est quoi? C'est tout simplement l'émergence économique. C'est-à-dire en fait des indices qui pourront mettre chaque jeune à l'aise. Ok? Donc la jeunesse africaine, tant bien que mal, elle a du mal à déconner parce qu'on va développer peut-être pendant notre interview, mais ce qu'on doit retenir, c'est que malgré cette difficulté à mettre en place une entreprise, mais on remarque depuis un certain moment cette mode-là d'entrepreneurs qui naissent comme des champignons un peu partout, et ce sont des bons signes. Et ce sont des signes qui doivent forcément nous laisser très optimistes et en tout cas très positifs tout au long de ce voyage. En tout cas, c'est très intéressant. Je pense que même nos chers internautes sont en train d'apprendre beaucoup de choses. Si c'est le cas, je vous invite à faire deux choses. Allez, abonnez-vous, activez les notifications. Le professeur va passer de temps en temps. On va avoir d'autres concepts uniquement pour vous donner des contenus qui seront peut-être vous intéresser, vous accompagner. C'est pour cela je vais vous demander, professeur, comme vous avez vu la situation actuelle, surtout avec le coronavirus et ainsi de suite, quelles sont les vraies difficultés? Voilà, pas se limiter uniquement sur le coronavirus, mais les vraies difficultés qui bloquent certains entrepreneurs africains pour se décoller. Ensuite, quels seraient les secrets ou bien certaines astuces qui peuvent permettre à ces entrepreneurs qui ont bloqué de se débloquer toujours pour se décoller? Oui, écoutez, nous constatons tous depuis un certain moment, je pense, si je la mémoire fraîche, depuis décembre dernier, que le monde entier est bouleversé par une activité de santé publique.
Ce don est pratiquement dû à la venue ou à l'avènement du fameux coronavirus Covid-19. Ça affecte et ça infecte tout le monde entier. C'est une réalité. Les économies du monde sont en plein dégringolées. Et voilà, on constate ici beaucoup de fermetures d'entreprises, etc. Mais pour contextualiser en Afrique, moi, j'ai tenu un webinaire, je pense 2 jours en arrière, et j'ai fait comprendre aux éditeurs que arrêtons de nous voiler la face. L'Afrique n'est pas prête à pouvoir concurrencer avec ce virus-là. On ne peut pas se voiler, on ne peut pas se mentir. Nous n'avons pas un climat adapté pour lutter contre ce virus, un climat entrepreneurial. Okay? Donc, prêcher une digitalisation miraculeuse, ça sera prêcher de l'ironie. Moi, je l'ai dit, j'ai dit que c'est impossible qu'aujourd'hui, cette Afrique-là puisse, d'une manière miraculeuse, passer de stade de fonctionnement physique à un fonctionnement digital. Pourquoi? Pour 3 raisons. D'abord, les gens, ils ont des discours de télétravail, etc. C'est quoi le télétravail? Dans un continent ou sur un continent où 80% des entreprises sont dans le secteur informel et dont l'économie est basée à près de 90% sur des petits travailleurs, c'est-à-dire des micro-travailleurs. Les maçons, les menuisiers, les couturiers, les serruriers, les temps, etc. Et même, je vais aller un peu peut-être plus loin, vous qui faites un peu la formation, ou je ne sais quoi, les petits commerçants, ou bien même ceux qui ont des entreprises de transport, etc. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que ces personnes-là peuvent faire un télétravail? C'est impossible. Donc moi, je l'ai dit et je réitère ma position. Nous ne sommes pas prêts pour faire face à coronavirus. Donc le mieux serait tout simplement que nos gouvernements acceptent cette réalité et qu'ils imposent, comme ils le font en ce moment, qu'on continue de respecter les mesures de barrière ou la distanciation sociale, etc. Mais les business doivent être opérationnel. Parce que le télétravail est un mythe en Afrique. L'Internet coûte cher. Imaginez-vous un jeune entrepreneur qui n'arrive même pas à se taper 100 000 francs CFA de chiffre d'affaires par mois. Où est-ce qu'ils vont lever sur sa connexion Internet? L'abonnement Orange, ça coûte de l'argent. Payer chaque fin du mois, ça en coûte les fesses du pape. On est d'accord? Internet 2, le climat entrepreneurial, le climat d'affaires. C'est très difficile. Qu'est-ce que tu vas faire pour que le client te paye en ligne? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle la psycho-clientabilité? Est-ce que les clients sont déjà préparés psychologiquement qu'à partir de maintenant, ils ne sont plus obligés de voir un bureau meublé, mais payer en ligne? Payer en ligne comment? Par Orange Money ou par PayPal, etc. Quels sont les systèmes informatiques et les systèmes de bancarisation que notre continent a mis en place pour faire face à ces difficultés? Il n'en a pas. Combien de jeunes entrepreneurs sont bancarisés? Et si tu n'es pas bancarisé, que tu fais du télétravail, comment ils vont te payer? On est d'accord? Donc il y a cette psychose-là, je dirais cette psycho-clientabilité qui est le premier obstacle de ce mythe-là de télétravail. Parce qu'un client, je prends un exemple palpable. Moi ici à Dakar, j'ai une structure de langue, on donne des cours d'anglais, on donne des cours de téléconseiller, on fait des cours de forest, etc. Ok? Alors, je trouve un client qui est intéressé par ma publicité sur Facebook ou sur WhatsApp, je ne sais pas quoi, il est intéressé. Ce qu'il a de coutume, c'est de se rendre dans mon local et de payer, de faire son versement. Mais puisqu'on dit le télétravail et que, écoutez, on ne peut plus se rencontrer, etc. Donc, comment le client va payer? Sans m'avoir vu, est-ce qu'il peut payer par Orange Money? Ça, c'est en Europe. En Afrique, ce n'est pas possible. Il va penser à une arnaque.
il va penser à une escroquerie, donc il ne va pas le faire. Alors donc la vraie question n'est pas de pouvoir bondir ou aller vite en besoin sur les stratégies qui marchent ailleurs. L'Europe n'est pas l'Afrique, l'Asie n'est pas l'Afrique. D'accord? Ils ont déjà un certain niveau, je ne dirais pas de développement, mais un certain niveau d'aisance, si vous voulez, économique et technologique beaucoup plus avancée. En Europe, par exemple, dans chaque café, il y a une connexion Internet, c'est-à-dire le jeune entrepreneur n'a même pas besoin de se connecter à Wi-Fi. Il suffit que tu habites à côté de chaque café, ou même souvent dans les immeubles, il y a le Wi-Fi gratuitement. Ici en Afrique, ça n'existe pas. En Europe, eux, ils préfèrent payer même en ligne que physiquement. C'est-à-dire tout ce qu'ils veulent faire, ils veulent le payer en ligne parce qu'en ligne, c'est plus sécurisé. Et l'Europe, en fait, est en train de passer d'une étape de cash à la dématérialisation financière. Vous voyez? Donc, les paiements par carte, c'est beaucoup plus avancé là-bas. Mais ici, ce n'est pas le cas. Vous voyez, on est encore à ce niveau où la personne doit se rendre dans son bureau, se réaliser ou bien réaliser que tu es vraiment là et que tu n'es pas un acteur, tu n'es pas en vote avant de te donner de l'argent. Dans ce cas, comment tu fais, toi, l'entrepreneur? Comment tu fais? On est d'accord. Donc, moi, je suis beaucoup sceptique, péjoratif sur le sujet du télétravail parce que ça ne marche pas en Afrique, soyons sérieux. Alors maintenant, ce que le gouvernement doit faire pour sauver la vie des entrepreneurs, pour sauver l'économie de chaque pays africain, c'est de tout simplement utiliser la loi Marshall. Cela veut dire maintenir les frontières toujours fermées, mais travailler à l'intérieur. Il y a d'autres pays jusqu'à présent qui n'ont jamais connu le confinement. On est d'accord. Ouvrir Dakar, ouvrir les autres villes, Saint-Louis, etc. Entre nous, les interurbains, faire le tour. Travailler entre nous, mais toujours en maintenant, bien évidemment, les mesures de protection, de barrières. On est d'accord. Mais dire qu'on va faire comme la France, ça serait nous-mêmes nous faire du mal. Parce qu'on n'a pas les mêmes économies que la France. La France a 20,3 000 milliards de dollars par année de PIB, tandis que le Sénégal même ne reçoit même pas réuni 1 000 milliards. On est d'accord, qui fait plus de 20 fois le PIB de la France. Donc, c'est une réalité devant laquelle on ne doit pas fuir. On doit être nous-mêmes responsables en tant que jeune entrepreneur. On doit être réaliste. Moi, je suis un idéaliste, je suis matérialiste. Je ne suis pas quelqu'un qui est fictionnaliste, qui dit « Ah oui, ça va marcher ». Pourtant, il sait que ça ne va pas marcher. On est d'accord. Donc, si vous voulez, c'est une difficulté énorme que chaque jeune entrepreneur est en train de rencontrer, qu'il soit au Sénégal, qu'il soit en Côte d'Ivoire, qu'il soit au Burkina, qu'il soit au Mali. C'est une difficulté sans précédent. D'autant plus que l'Afrique, on n'en a jamais connu. C'est vrai, il y a eu l'avènement de l'Ebola, mais ce n'était pas aussi grave, aussi pénible. On est d'accord. Donc, juste vous faire comprendre que ce discours-là de télétravail, c'est un mythe en Afrique. Ça ne peut pas être possible. Voyons nos réalités économiques, voyons notre situation actuelle de la jeunesse entrepreneur, ça ne peut pas être possible. Vous voyez, ça ne peut pas être possible dans ce contexte-là. Peut-être dans un futur proche, ça demandera énormément de temps pour pouvoir s'adapter et de pouvoir faire cette transition. Vous voyez, la deuxième question, c'était laquelle? Voilà, même ça, c'est très clair. C'était juste les problèmes que les entrepreneurs sont en train de rencontrer. Je pense que d'une manière ramassée, vous avez bien répondu à la question. Je pense que voilà, tous les entrepreneurs seront d'accord avec vous parce qu'actuellement, on dit souvent que l'économie mondiale est paralysée, mais l'économie des jeunes entrepreneurs africains est morte vraiment. Et s'il n'y a pas encore d'appui fort venant de nos autorités, ce sera très difficile de se relever. Et si j'ai bien compris aussi, vous pensez que voilà, on est en train d'accélérer la digitalisation. C'est bien de digitaliser, mais petit à petit, avec le temps, on n'a pas besoin. Voilà, je dis que sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui disent que voilà, c'est possible de réussir sa vie sur Internet. Beaucoup de personnes actuellement se lancent sur Internet, mais peu de personnes réussissent sur Internet. Vous faites des formations sur trading, le marché forex, ainsi de suite.
quels sont les secteurs sur Internet que vous conseillez les jeunes africains de se lancer sur Internet d'une manière générale, pas limité parce que les gens parlent de dropshipping, les gens parlent de e-commerce actuellement, parce que ce sont les termes, c'est des anciens termes mais qui viennent d'avoir encore une autre valeur parce que tout le monde veut se lancer sur Internet. Et si vous voulez se lancer sur Internet, on vous donne ces termes: dropshipping, vente directe, vente en ligne, e-commerce, forex, voilà. Vous nous faites un peu le résumé de tous ces business et nous dire comment faire pour se lancer, comment faire pour réussir sur ces business pour les internautes qui nous suivent, qui veulent vraiment se lancer sur Internet. Je crois que cette question de online business est une question très problématique. C'est très problématique parce que, vous savez, cela revient encore à notre sujet d'actualité. On peut essayer d'entreprendre en ligne, mais ça demande un certain nombre de dispositions. Vous voyez? Et il est clair à noter que la masse, la plupart des jeunes, ils ne veulent plus faire ce qu'ils aiment, ils aiment faire ce qui fleurit, ce qui marche. Et c'est une erreur capitale. Moi, j'ai toujours dit que dans l'entrepreneuriat, j'ai divisé l'entrepreneuriat en 3 niveaux. Il y a les niveaux primaires, il y a les niveaux secondaires, il y a le niveau tertiaire, bien comme les 3 secteurs d'activité économique. Et chaque jeune entrepreneur doit être à mesure de savoir le niveau dans lequel il se trouve. Sinon, il va se cogner la tête au mur. Je prends un exemple tout palpable. Le trading, que moi je connais très bien, cela veut dire le forex trading, c'est une activité qui demande un minimum de capital, au moins $100 pour débuter. Ça, c'est ce que vous devez avoir sur votre carte, liquide, pour débuter. D'accord? Cela n'a rien à voir avec votre disponibilité et votre connexion Internet. Okay? Et il n'y a aucune garantibilité que vous allez gagner ce que vous allez miser. Vous êtes d'accord? Donc cela veut dire que vous devez vivre, hormis les $100 que vous avez sur votre carte, vous devez vivre normalement, manger, dormir, vous réveiller, parce qu'à n'importe quel moment, vous pouvez perdre votre capital. Vous voyez? Donc, ce n'est pas un projet pour un entrepreneur qui est dans le niveau primaire. Ça, il faut être clair. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas mentir au public. Vous voyez, moi, mes formations, avant de les délivrer à des personnes, je fais l'entretien avec eux. J'essaie de justifier le niveau entrepreneurial dans lequel ils se situent. Un jeune qui est un start-upper, qui a un niveau où il n'arrive même pas à prendre en compte ses charges préliminaires, c'est-à-dire ses charges primaires, ben, il ne peut pas investir $100 qui fait plus de 50 ou 60 000 francs et espérer que cet argent-là puisse partir et lui il va rester sans gêne, c'est pas possible. On est d'accord. Donc le niveau primaire de l'entrepreneur, c'est cet entrepreneur-là qui vient juste de commencer, comme on le dit des start-up. C'est un start-up en fait. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est encore beaucoup dépendant, d'accord, de ce qu'il fait. Donc, si quelle que soit la décision qu'il prend, quel que soit le projet qu'il veut développer, il est très important de noter qu'il doit reconnaître sa position. C'est-à-dire il y a certains degrés au plafond d'investissement qu'il ne doit pas faire. Parce que dans le monde financier, le problème n'est pas d'investir, mais c'est d'accepter de perdre. Pourtant, quand tu es au niveau primaire, tu as une difficulté d'accepter de perdre en fait. Ça peut t'affecter psychologiquement, mentalement, ça peut t'affecter parce que c'est un fonds, c'est un capital que tu jettes. Et pour retrouver ce capital-là, ce sera difficile. Pourtant, le forex trading, c'est une activité où, quand tu perds, il faut charger. Quand tu perds, il faut charger. C'est-à-dire qu'il faut être régulièrement, ok, il faut être accro pour pouvoir t'en sortir. C'est pas une activité comme du jackpot, où quand tu viens par la chance, tu gagnes et non, tu te tires, c'est pas possible. Il faut du temps. Et c'est ce qu'on cache aux jeunes du dehors. C'est pas un miracle. C'est pas quelque chose qui est, je dirais, qui se fait avec un technique de non. Ça demande du temps, ça demande un moment, ça demande une procédure, un processus avant de pouvoir t'en sortir. Donc bien évidemment, ça fait partie des activités qu'on peut faire en ligne, mais qui demandent à ce que vous puissiez être quand même dans un niveau minimum pour pouvoir accepter
vos pertes en fait. C'est-à-dire qu'il faut déjà avoir des sources de revenus, ok, qui sont indépendants de ce que tu veux faire. Tu as déjà ta propre entreprise, tu as déjà au moins 3-4 sources de revenus. Si tu prends 5 000 que tu mets sur une carte, tu perds, tant mieux. Tu cherches encore, tu investis, ça peut aller. Mais imagine-toi, tu as ton capital, ok, 50 000, 100 000, tu te dis que tu es un entrepreneur, tu investis en ligne et tu perds tout. Est-ce que tu vas retrouver les 100 000 encore? Ce sera difficile. Ça sera difficile. Très bien. Donc, c'est un domaine qui n'est pas permis à tout le monde. Tout ce qui est trading, tout ce qui est bitcoin, tout ce qui est investissement et retour plus tard, ce n'est pas permis à tous les entrepreneurs. C'est permis à un entrepreneur au moins qui a une entreprise qui vit, qui réussit à payer ses employés, sa facture, son eau, son courant, qui a un minimum d'épargne en banque, qui peut lui permettre de pouvoir survivre lorsqu'il perd ce truc. Mais un entrepreneur qui n'arrive même pas encore à gérer le début, tu vas lui dire, bah, écoute, viens, tu vas gagner des millions dans le trading, il va prendre ses pauvres 60 €, 100 €, 100 $, il vient investir, il perd, et puis tu le régales. Tu lui dis, va chercher la vie. Où est-ce qu'il va chercher la vie encore? Vous voyez, donc, comme vous l'avez dit, forex trading, bitcoin, ou encore... comment? Enfin, de vente directe. Oui, vente directe, ou dropshipping. Dropshipping, e-commerce, ce sont des très belles activités, c'est pas mal. Mais en fait, ce que les entrepreneurs doivent savoir, c'est que rien n'est facile. Et rien n'est quel que soit ce que vous devez faire, vous allez forcément y investir. Pour faire par exemple du dropshipping, bien du e-commerce, il faut avoir un site internet. E-commerce, il faut avoir un site internet. Voilà. Dropshipping, tu es obligé d'avoir un logistique qui va vous permettre de livrer les produits. Même si tu fais vente directe, c'est-à-dire vendre les produits de professeur, à chaque fois qu'il y a un client, parce que vous êtes le relié entre le professeur et les clients. Donc en tant que relié, vous êtes obligé d'avoir la logistique qui vous permet de livrer. Donc ça aussi c'est un capital minimum. C'est pour cela, moi je dis souvent aux gens, il faut se former. Tout à fait. Il faut se former pour avoir les bonnes informations. Exactement. Ça va vous permettre de ne pas tâtonner. Exactement. Donc, ce sont des activités, tout comme autres activités, qui demandent un minimum de capital pour débuter. Alors, si c'est ce à quoi vous voulez vous confier ou vous voulez vous affilier pour le faire, tant mieux, vous le faites, vous vous concentrez et vous le faites. D'accord? Mais rassurez-vous que vous avez d'autres sources de revenus qui pourront vous supporter au cas où vous êtes péniblement touché. On est d'accord? C'est très important parce que vous allez vivre de quoi? On est d'accord? Vous allez vivre de quoi exactement? On est d'accord? Et donc, ça peut être des solutions, je dirais, secondaires, okay, aux jeunes entrepreneurs qui veulent vraiment agrandir ses sources de revenus. Si vous voulez, ces genres d'activités, ce sont des activités à caractère augmentation des revenus. Ce ne sont pas des activités où on doit se concentrer 100% pour le faire. Parce qu'en fait, ce sont des activités à risque. Et ça demande un minimum de fonds pour avoir gros. Tu mises gros, tu as gros. Donc il faut, en fait, ça peut être une deuxième sorte d'activité pour vous. Lorsque vous cherchez plusieurs sources de revenus, vous avez une source de revenus, là vous cherchez plusieurs sources de revenus, tu peux essayer sur ces business. Exactement. Compléter. Exactement. Comme en fait supplémentaire, comme complémentaire pour compléter en fait sur tes sources de revenus. Donc c'est un business secondaire en fait que tu peux faire pour pouvoir, voilà, pour ne pas manquer, pour pouvoir être toujours dans le jour des affaires et pour ne pas manquer des sous, et surtout voilà, ça peut être une extrapolation bien évidemment de tes activités, et ça pourra te faire du bien, ok? Mais ce que je souhaiterais souligner ici avant tout propos, c'est que les jeunes entrepreneurs, qu'ils arrêtent de faire du suivisme entrepreneurial. On n'entreprend pas pour entreprendre, on entreprend pour un but, on entreprend pour un objectif. J'ai 3 collègues comme ça qui ont vu l'entreprise crouler, Afrique Market, trois entreprises dont les noms m'échappent, mais c'était pour des personnes que je connais très bien, qui ont fait faillite auprès de Jumia. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, wow, c'est une grosse opportunité, le e-commerce c'est le top, c'est l'idéal, tout le monde fait ça, marche, donc moi je m'y lance. Ils n'ont même pas pu faire 2 ans, ils ont pris faillite. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de contextualiser
leur climat d'affaires, d'étudier eux et surtout d'être, en fait, d'avoir la main dans le pas. C'est ce que je viens de dire, il faut se former. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire eux ils pensent que c'est l'argent qui peut tout faire, mais c'est faux, c'est la connaissance. C'est la connaissance, le relationnel. Aujourd'hui, dans l'entreprise, le relationnel occupe 90% de l'évolution d'une entreprise. C'est-à-dire le relationnel peut te permettre même de ne même pas faire une dépense d'ici en France, en tant qu'entrepreneur. La formation peut te permettre d'éviter beaucoup de dépenses. La connaissance est très importante. Moi, souvent, je fais moi-même mes postes. J'ai appris comment vous appelez ça, Photoshop. J'ai appris CorelDRAW. Quand mon community manager doit me faire un boulot qui tâche, je dis laisse, moi-même je fais. Pourquoi? Parce que je me suis formé à apprendre. Donc en tant qu'entrepreneur, on doit être multifonctionnel. On doit être polyvalent. On doit presque savoir tout faire. Parce qu'on ne sait jamais. Il faut même apprendre la menuiserie, il faut apprendre la peinture, il faut apprendre le sucerie, il faut tout apprendre, mécanique, il faut tout apprendre. Parce qu'imagine-toi, si ma TV est gâtée, que je dois appeler un réparateur qui va me prendre 10 000 francs. Peut-être, c'est rien de grave dans mon TV. Et là, il suffit juste peut-être de dévisser et de dépoussiérer, et puis bah voilà, ça arrive bien. Mais puisque je n'ai aucune connaissance, c'est un exemple banal que je prends, hein. Ça inclut l'ordinateur, ça inclut tout ce que vous pouvez imaginer. Et puisque je n'ai aucune connaissance, le gars il vient, normalement ma TV n'a aucun problème. Bah, il vient, il dévisse, il dépoussière, il fait semblant de faire 15 000. Tu vas faire sortir les 15 000, tu vas lui donner. Sans même savoir ce qui ne va pas avec ton ordinateur ou ta télé ou bien ton téléphone. Donc l'entrepreneur, c'est celui-là qui doit tout embrasser. Aussi, on va demander 2 ou 3 questions à notre cher professeur parce que si on a l'honneur aujourd'hui de le recevoir dans cette scène, c'est pour partager le maximum avant de partir de dire « Ah, je devais poser cette question ou cette question, monsieur le professeur ». Donc après tout ça, monsieur le professeur, on va parler aussi, vous avez écrit pas mal de livres. Bon, je n'allais pas entrer du sujet parce que c'est c'est vos œuvres, vous êtes auteur. Et je vois vous publier aussi, vous parlez de religion. Voilà, bon, d'une manière, parce que le temps est actuellement, on va résumer les deux, parce que j'ai encore 2 ou 3 autres questions que j'aimerais bien partager avec vous. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très intéressant. Vous avez dit, lors de cette séminaire, il faut être polyvalent et malin. Donc j'ai noté ça. Donc voilà, comment vous voyez la religion? Il fait partie des facteurs bloquants des Africains. La religion fait partie des choses qui ont bloqué l'Afrique. Vous, je ne dirais pas que c'est ça, mais vous, que pensez-vous de la religion ici en Afrique? Quand je parle de la religion, ça ne se limite pas aussi du christianisme, du bouddhisme, du musulman. Nous, on est open. Donc, que pensez-vous? Oui, j'avoue que c'est un sujet qui semble beaucoup être sensible pour certains, mais qui est beaucoup lassisme pour moi. Je me sens très à l'aise de répondre à ces questions, d'autant plus que j'ai aussi un combat à moi que je mène parallèlement à l'entrepreneuriat. Alors c'est le combat de la déreligionisation, donc déréligioniser. Alors donc en fait, je ne pourrais pas répondre directement oui ou non, à savoir si la religion fait partie du blocage du développement de l'Afrique, mais je pourrais juste vous mettre devant les faits. Vous savez, notre continent, depuis maintenant près de 70 ans ou 60 ans, a connu ce qu'on appelle la colonisation. D'accord? La colonisation, c'est quoi? La colonisation, c'est tout simplement une conquête impérialisme européenne vers l'Afrique. Et cette conquête-là a favorisé plusieurs sphères, dont il y a en fait l'implication des langues. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du français. C'est un cerf du colonialisme, ou du post-colonialisme. Il y a l'implication de la culture de la civilisation. Aujourd'hui, on préfère les choses françaises, les choses qui sont importées de la France et tout par rapport à nous-mêmes, nos propres choses. Et ensuite, il y a la religion qu'ils nous ont envoyée.
Alors, moi, la question que je continue et je me pose toujours, c'est si les Français, ou du moins nos colons, ou les Blancs, comme on le dit entre griffes, s'ils nous ont envoyés, s'ils sont venus nous prendre en esclavage, pendant que ces soi-disant religions existaient chez eux, alors on sait tout ce qui s'est passé. Allez à l'île de Gorée pour savoir ce qui s'est passé. L'esclavage, la traite des Noirs, le travail forcé, tout. On a connu toutes ces injustices-là, ces impunités humanitaires. Alors si ce sont eux des acteurs, qu'est-ce qui vous fait comprendre tout simplement qu'ils viennent avec leur religion et que leurs religions sont fiables et véridiques? Vous voyez, l'islam par exemple n'est pas une religion africaine. L'islam n'est pas né en Afrique, l'islam est né en 435 au Moyen-Orient, dans la péninsule sud, en Arabie Saoudite, par un certain prophète blanc, arabe, prophète Mahomet. On est d'accord. Avant lui, les gens existaient. Après lui, les gens existent toujours. On est d'accord. Alors, donc, quand vous prenez le logo de l'islam, c'est un croissant avec une étoile. C'est un symbole politique. Ça n'a rien de religion. Vous savez, l'islam est né dans une époque. Oui, le logo. Le logo de l'islam. Le drapeau vert avec le croissant, c'est-à-dire la lune avec l'étoile. Voilà. C'est un symbole politique, ça n'a rien de religion. Vous savez, pour pouvoir mieux examiner ça, il faut pouvoir examiner dans quel contexte l'islam est né. L'islam est né, je pense, 400 ans après le christianisme. Le christianisme qui est né du judaïsme. Donc l'islam et le christianisme sont tous issus du judaïsme, qui est une religion abrahamique. Alors, pour recontextualiser notre sujet en ce moment, en prenant l'exemple sur l'islam, l'islam, qui est une branche de la religion abrahamique, est né dans la période de la construction des grands empires. La période de construction des grands empires entre le 7e et le 12e siècle. On est d'accord. Alors, au grand empire, on parle de l'empire ottoman, donc l'actuelle Turquie, l'empire romain, l'actuelle Italie ou l'actuelle Rome, qui contrôlait presque toute l'Europe et d'autres empires. L'empire Krouch, etc. Donc, vous voyez, donc, ce fut un moment, dans la classification des religions, on a 10 000 religions aujourd'hui dans le monde. Je suis un anthropologue, un chercheur en langue, donc je sais très bien, ce sont des sujets que je maîtrise très bien. Alors donc, on a 10 000 religions dans notre monde et on les classifie en plusieurs niveaux. Mais dans ce qui concerne les religions les plus favorites, sont classées en 3 ou 4 groupes de religions. Donc il y a les religions de cueillette ou les religions de pré-dynastie, voilà, qui existaient avant même que les religions dites révélées existent. On avait des religions telles que le Dognon au Mali, d'autres religions, etc. Ensuite, on a les religions qui sont nées 3000 ans avant Jésus-Christ. Donc on a le zionisme, on a plein d'autres religions et pour finir, pendant l'âge des grands empires, ce qu'on appelle l'âge axial, donc de Jasper Cal, on a eu ce qu'on appelle la formation des religions dites révélées universalistes, dont l'islam, le christianisme et le judaïsme font partie. Donc l'islam en question est vraisemblablement tout un jeu politique que ce prophète-là, ce corpuscule de prophète-là a mis en place pour simplement lui aussi s'imposer. Parce que quand vous étudiez son histoire, les islamologues et tout, ils vont vous faire comprendre qu'il est né à la Mecque. Et quand il s'est marié à l'âge de 25 ans avec sa première femme Khadija, il a bénéficié de toute sa richesse et tout, ils ont dû le chasser de la Mecque. Pourquoi? Parce qu'il avait voulu imposer une idéologie qui n'existait pas à l'époque. À la Mecque, la pierre noire en ce moment que les gens adoraient était pour des païens. Donc c'était un lieu de culte des païens, paganistes si vous voulez. Il n'y avait pas il n'y avait pas en fait de monothéiste, c'était de la polythéiste. Vous voyez? Donc quand lui il avait voulu imposer cette idéologie politico-religieuse, ils l'ont chassé, ils l'ont méprisé, ils l'ont répugné. Donc voilà comment est-ce qu'il a pris la routine de la Mecque pour aller se résider à la Médine.
okay, à la Médine. Donc, lorsque il a bénéficié de toute cette puissance économique avec sa première femme, Khadija, il a bénéficié de tout ça. Donc, il avait voulu prendre sa revanche. Voilà comment est-ce qu'il a attaqué en 475 la Mecque et il a envahi la Mecque, d'où il a rebaptisé la Mecque ville sainte. Vous voyez? Donc, et surtout dans le contexte là où tout s'est passé, c'est un contexte où toutes les Antilles avaient voulu